Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième cours du module physique des composants semi-conducteurs 2. Et le cours d'aujourd'hui porte sur le transistor MOSFET. Comme d'habitude, ici, quelques références et quelques sites que vous pouvez consulter. Dans un premier temps, je vous donne le plan de la présentation. Donc, on va commencer par donner différents types de transistors à effet de champ. Et puis, on passe à la structure, à la technologie. Et on aborde ensuite le fonctionnement de ce dispositif. Puis, on va voir par la suite l'effet de certaines grandeurs telles que la modulation, l'effet de la modulation de la longueur du canal, l'effet du substrat et l'effet de la température. Par la suite, on jette un coup d'œil sur les différentes technologies utilisées pour réaliser les circuits intégrés. Et on donnera par la suite les montages possibles et les schémas équivalents utilisés par les électroniciens pour ce dispositif. Et on termine par une comparaison entre le transistor bipolaire et MOSFET. On commence par voir les différents types de transistors à effet de champ. Tout d'abord, c'est quoi un transistor à effet de champ? Donc, c'est un dispositif unipolaire. Si la conduction est assurée par les électrons, on parle d'un transistor à effet de champ à canal N. Par contre, si la conduction est assurée par les trous, donc on parle d'un transistor à effet de champ à canal P. Ce dispositif, bien sûr, est constitué de 3 pôles, la source, le drain et la grille. Ici, là, les symboles utilisés de façon générale pour les fêtes. Le premier type, c'est le JFET, Junction Field Effect Transistor. C'est le transistor à effet de champ à jonction. On dit à jonction parce que le contrôle du courant dans le canal est assuré par ces deux jonctions, P plus N du haut et P plus N du bas. Donc, le canal est commandé par ces deux ondes de charge d'espace de ces deux jonctions. Et là aussi, il y a des JFET à canal N et JFET à canal P. Et voilà les symboles utilisés pour ce type de dispositif. On constate que le canal est continu entre la source et le drain. Le deuxième type, c'est le MESFET. Donc, c'est Metal Semiconductor Field Effect Transistor. Celui-ci, dans ce type de transistor, donc, le courant du canal est contrôlé par la zone de charge d'espace de la structure Schottky, ici formée entre le métal et le semi-conducteur. Dans ce cas aussi, il y a deux types. Il y a le MESFET à déplétion et le MESFET à enrichissement. C'est-à-dire en déplétion, donc on essaie de redresser le canal. Par contre, dans le cas enrichissement, on essaie de le former et de l'élargir. Le troisième type, c'est le MOSFET proprement dit qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a deux types. Il y a le MOSFET à déplétion, c'est-à-dire le canal existe, et donc on contrôle le courant en réduisant la largeur de ce canal. Et on dit MOSFET parce que bon, il exploite la structure Nice qui apparaît ici au milieu, parce que la grille, l'isolant, le semi-conducteur. Là aussi, il y a deux types. Il y a les MOSFET à canal N et les MOSFET à canal P. Et on constate ici pour le symbole que la grille est détachée du canal parce qu'il y a l'isolant entre la grille et le canal.
Le deuxième type du MOSFET, c'est le MOSFET à enrichissement, c'est-à-dire que le canal n'existe pas avant la polarisation. Donc, il faut polariser la grille de façon adéquate pour ouvrir ce canal et donc, par la suite, pouvoir faire circuler un courant entre la source et le drain. Le symbole utilisé pour ce type de MOSFET, donc c'est pour le MOSFET à canal N et le MOSFET à canal P, bien sûr, dans l'origine, pour le type enrichissement. Et là, on constate que la grille est détachée du canal parce qu'il y a l'isolant et que le canal est discontinu parce que le canal n'existe pas avant la polarisation de la grille. Maintenant, on passe à la structure et la technologie pour réaliser ce dispositif. Voilà la structure d'un MOSFET. Donc, on a les deux régions de la source et du drain. Ici, la région du canal sur lequel il y a la grille pour polariser pardon, la région du canal. Donc, le canal, il a une longueur L et une largeur W. Et généralement, on réalise les MOSFET sur des substrats de type P. Donc, pour fabriquer ce dispositif, généralement, on part d'un substrat de type P. Donc, après un bon nettoyage, en utilisant le procédé standard 1, standard 2, après le HF pour décaper l'oxyde natif, et après bon, le rinçage à l'eau désioniser, et finalement le séchage sous un jet d'azote. Donc, une fois le procédé de nettoyage est fini, donc on passe à l'oxydation de l'une des faces du substrat. Et donc, une fois l'oxydation est finie, donc on étale la photorésiste sur la totalité de la surface couverte par l'oxyde. Et on passe à la lithographie pour réaliser ou ouvrir une fenêtre ici pour réaliser le canal, la grille, la source et le drain. Donc, l'exposition de cette région se fait à travers cette région transparente des masques. Quant à ces deux régions extrêmes, elles sont protégées. Par la suite, donc, on développe cette région de la photorésiste exposée et on fait la gravure de l'oxyde ici au milieu. Par la suite, une fois la gravure de l'oxyde est terminée, on développe, on élimine cette photorésiste. Par la suite, donc on oxyde la totalité de la surface de la plaquette pour, avec l'aide de la technique d'oxydation thermique pour former l'oxyde de gris. Par la suite, une fois l'oxyde de gris et la couche de l'oxyde de gris est déposée, donc on dépose une deuxième couche de polysilicium pour la grille sur toute la surface du substrat. Comme on a besoin uniquement du polysilicium ici dans cette région, donc on étale la photolysiste, on développe et on expose, on développe. Donc, et après, bon, on fait la gravure de polysilicium dénudé ici. Et après, bon, on élimine la photolysiste. Donc, il se forme ici la grille en polysilicium.
On doit par la suite ce polysilicium, ici deux régions à droite et à gauche pour réaliser la source et le drain par implantation ionique. Et ici, la photorésiste joue le rôle des masques. Parce que, puisque la photorésiste ici est utilisée comme masque, donc on ne peut pas doper par diffusion thermique parce qu'on va brûler la photorésiste. Une fois on a dopé le polysilicium et les deux régions sur ce drain, donc on dépose une couche d'oxyde de passivation, fil d'oxyde, sur toute la surface. Et bon, on aura besoin des contacts pour la grille, la source et le drain. Donc, on effectue une autre étape de photolithographie en étalant la photorésiste sur toute la surface du substrat. Et on expose, on développe, et on ouvre ici les deux fenêtres pour réaliser le contact de la source, la grille et le drain. Après gravure de l'oxyde de passivation, donc on élimine la photolysiste, donc on obtient cette structure-là. Donc vous avez les fenêtres pour réaliser le contact. Et après on dépose une couche métallique sur toute, sur toute la surface de l'oxyde de passivation, comme illustré par cette figure ici. Donc, on a besoin de contacts que dans des coins bien, des endroits bien définis. Donc, on passe à un autre procédé de photolithographie et on expose, on développe, et donc on obtient sa structure ici. Donc, nous avons dénudé le métal partout, sauf là où, dans ces régions qui sont protégées par la photorésiste. Et on passe par la suite à la gravure du métal dénudé ici. Et donc, après, bon, on se débarrasse on élimine la photorésiste, donc on obtient les trois contacts pour la source, la grille et le drain. Et donc, notre composant est prêt maintenant pour utilisation. Voilà, ici, c'est le layout de ce dispositif. Donc, c'est ce layout qu'on envoie pour les services de réalisation des masques ou pour la fonderie pour réaliser les masques et par la suite le composant. Ici, c'est une coupe verticale du dispositif pour voir un peu les différentes régions, comment elles sont juxtaposées les unes par rapport aux autres. Maintenant, on passe au fonctionnement du dispositif. Pour la plupart des MOSFET, on réalise en réalité 4 contacts, donc celui de la source, la grille, le drain et celui du substrat, donc appelé en anglais body ou bulk. Généralement, pour le transistor MOSFET à canal N, donc la grille est polarisée positivement par rapport à la source et le substrat. Le drain aussi polarisé positivement par rapport à la source et le drain. Plutôt, le drain est polarisé positivement par rapport à la source et le substrat. Et vous voyez ici, donc le champ électrique est dirigé dans ce sens pour la tension appliquée sur la grille et dans ce sens pour la tension appliquée entre la source et le drain. Donc, selon l'orientation de ce champ, les électrons vont commencer à s'accumuler ou à s'attirer ici à l'interface isolant semi-conducteur. Donc, pour ouvrir le canal, comme on va le voir tout à l'heure.
Donc, la tension appliquée entre la grille et la source, donc, elle aura pour but de contrôler le courant qui circule entre la source et le drain sur l'effet de la tension qu'on applique entre le drain et la source. Donc, ici, on peut dire que le MOSFET se comporte comme une source de courant commandée par une tension qu'on applique ici à la grille. Notons que ce courant de grille est négligeable et donc on admet qu'il est nul. Pour la polarisation, donc on vient de voir que la source et le substrat sont à la masse. Le drain est polarisé à une tension positive par rapport à la source et le substrat. Comme la source et le substrat sont au même potentiel, hein, parce que la source et le substrat sont liés à la masse, donc aucun courant ne circule entre ces deux régions de source et du substrat. De même, puisque cette jonction entre le drain et le substrat est polarisée en inverse, donc elle est bloquée, donc il n'y a pas de courant. Donc le seul courant qui va avoir lieu par la suite, hein, c'est le courant qui circule entre la source et le drain. Donc on va commencer par étapes. Hein, on a dit que la source et le substrat sont connectés à la masse et le drain il sera polarisé positivement par rapport à la source et que les pseudodiodes sont à l'inverse, donc il n'y a pas de courant entre la source et le substrat et de même entre le drain et la source. Donc la seule possibilité du courant c'est entre la source et le drain. Dans ce cas-là, la tension appliquée sur la grille est nulle, donc il n'y a pas de canal, donc le courant qui doit circuler entre la source et le drain est nul. Bon, maintenant, si la tension appliquée à la grille par rapport à la source, elle est au voisin, c'est-à-dire négative ou nulle, donc on vient de voir que il n'y a pas de courant, donc le transistor est bloqué. Bon, si on polarise la grille avec une tension VGS appliquée à la grille qui est relativement qui est positive, mais qui reste petite par rapport à une tension référence qu'on appelle seuil par la suite. Et le courant entre la source et le drain reste nul. Donc, si la tension appliquée à la grille par rapport à la source est négative ou nulle ou inférieure à une certaine tension qu'on appelle tension seuil, donc le courant dans ces cas-là il reste nul, donc le transistor est bloqué. Bon, donc c'est la raison pour laquelle ici le courant reste nul. Maintenant, si la tension VGS est positive, donc on a et qu'elle est, elle est un peu supérieure à la tension seuil, donc qu'est-ce qui va se passer? Les trous vont s'éloigner de l'interface isolant semi-conducteur. Par contre, les électrons vont s'approcher. Donc, là, on commence à créer le canal. Donc, lorsque les électrons qui arrivent ici à l'interface sont en nombre suffisant, lorsque la tension appliquée à la grille est supérieure à la tension seuil, donc il y a ouverture de formation du canal et donc possibilité de passage du courant. Mais ici, on n'a pas encore appliqué la tension sur on n'a pas polarisé le drain par rapport à la source. Donc il y a formation du canal, mais il n'y a pas encore un passage du courant. Maintenant, si le drain est polarisé par rapport à la source et que la tension appliquée
à la grille est suffisante, donc c'est-à-dire supérieure à la tension seuil, hein, donc il va avoir circulation du courant entre la source et le drain. Et dans ce cas, on va avoir plusieurs régimes, donc selon l'amplitude de la polarisation entre le drain et la source. Donc, dans un premier temps, si cette tension appliquée entre le drain et la source est négligeable par rapport à la différence tension grille-source et tension seuil, donc le courant varie linéairement en fonction de la tension. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est le régime linéaire. Bon, ici, vous avez la tension seuil à une première approximation. Donc, la tension seuil pour un MOSFET enrichissement canal N donc, est égale à la différence des travaux de sortie entre le métal et le semi-conducteur, plus deux fois cette quantité qui est donnée ici, plus la charge de la zone de déplétion sur la capacité de l'oxyde, avec la capacité de l'oxyde est donnée par cette expression. Donc, ici, on a dit que c'est le régime linéaire, donc le courant varie linéairement et en fonction de la tension, et donc il est de la forme VDS sur RDS avec la résistance RDS, c'est la résistance de la région du canal entre la source et le drain qui est donnée par cette expression. Maintenant, si la tension, la polarisation de la grille par rapport à la source est supérieure ou égale à la tension seuil et que la polarisation du drain par rapport à la source devient importante, bon, voisinage de VGS moins VTL, dans ce cas, le comportement du courant en fonction de la tension devient parabolique et donc on dit qu'on est en régime triode. Vous voyez que l'expression obtenue dans le régime linéaire s'ajoute un terme de deuxième ordre, quadratique ici, donc c'est la raison pour laquelle on obtient cette branche du parabole ici. Si toujours la polarisation de la grille par rapport à la source est supérieure à la tension seuil et maintenant la tension de polarisation du drain par rapport à la source est importante, donc le courant devient constant et on dit qu'on est en régime saturé. Bon, ici, on résume un peu les trois régimes qu'on vient de voir. Donc, pour les faibles, c'est-à-dire lorsque la tension, la polarisation de la grille par rapport à la source est supérieure à la tension seuil et que la tension appliquée entre le drain et la source est faible par rapport à cette différence. Donc, c'est le régime linéaire ici. Lorsque on augmente un peu cette tension entre le drain et la source, donc le régime triode, c'est le comportement quadratique ici, et lorsque la tension ou la polarisation du drain par rapport à la source devient importante, donc le courant devient constant pour cette expression. Et donc, vous voyez ici, selon la polarisation de la grille, donc on peut se trouver dans le régime bloqué ou le régime actif. Ici, les trois schémas illustrent les différentes situations. Donc, au départ, lorsque la polarisation de la grille est insuffisante, donc il n'y a pas formation du canal. Une fois la tension la polarisation de la grille est suffisante, donc il y a formation du canal et on est en régime linéaire. Et quand on s'approche de cette différence VGS moins VTH
Donc, c'est le pincement du canal à la fin ici. Donc, c'est le régime triode. Et après, bon, on pénètre dans, c'est-à-dire la zone de pincement, un recul davantage vers la source. Et donc, on est dans le régime saturé. Maintenant, si on regarde comment on varie le courant drain en fonction de la polarisation de la grille par rapport à la source, donc elle est quadratique comme ici. Donc, lorsque VGS est inférieur à la tension seuil, donc le transistor est bloqué, après, bon, il augmente de façon parabolique en fonction de la tension grille comme il est indiqué ici. Bon, on va voir maintenant l'effet de certains paramètres tels que la modulation de la longueur du canal, l'effet du substrat et de la température. Donc, on a vu que tout à l'heure, selon la polarisation entre sur la grille et la polarisation entre le drain et la source, donc la longueur du canal évolue. Et donc, ça va influer sur le comportement du transistor. Donc, au départ, dans les deux premiers régimes, la longueur du canal garde sa longueur prévue sur le masque. Et lorsque la tension de polarisation du drain par rapport à la source devient importante, donc le point de pincement recule davantage vers la source. Et donc, ici, la longueur du canal diminue de façon remarquable. Donc, il va influer sur. Donc, lorsque le canal est réduit et le VDS augmente, donc le ID il va augmenter avec VDS. Bon, mais cet effet se traduit, c'est-à-dire on essaie d'en tenir compte en introduisant c'est-à-dire une correction au comportement de saturation. Parce qu'en saturation, nous avons uniquement ce terme qui est constant, mais il faut moduler par ce terme linéaire pour faire apparaître cette variation, cette augmentation dans le régime de saturation. Et ça, ressemble à ce qu'on a vu dans le cas des transistors bipolaires, c'est l'effet Early. Et donc, dans ce point-là, le comportement est linéaire. Donc, on peut dire qu'il existe une résistance de sortie donnée par cette expression. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de Early. Par contre, l'effet de substrat, on sait que le substrat est connecté vers le potentiel le plus électronégatif par rapport le MOSFET à canal N. Donc, si on augmente l'amplitude de la tension entre la source et le bulk, la profondeur du canal sera réduite. Et donc, pour compenser la diminution de ID, il faut augmenter VGS. Et donc, là, cet effet de substrat se traduit comme s'il y a une correction à apporter à la tension seuil, comme il est indiqué. Donc, c'est comme il y a une nouvelle tension seuil qui est égale à la tension seuil sans l'effet de substrat plus ce terme correctif. Et donc là, dans ce cas, la conclusion, c'est que la variation de la tension C est équivalente, implique plutôt la variation de tension du courant plutôt du drain, et donc le substrat se comporte comme une deuxième grille. L'effet de la température donc affecte deux paramètres. La température affecte la tension seuil et affecte la mobilité. La tension seuil diminue de 2 mV par degré C
Hein. Donc, normalement, ça conduit à une augmentation du courant de drain. Par contre, l'effet de la température fait diminuer la mobilité, donc il diminue. Et finalement, on arrive, c'est-à-dire finalement, c'est l'effet de la température sur la mobilité qui est prédominant et par conséquent, le courant de drain diminue. Les différentes, dans cette partie, on jette un coup d'œil sur les différentes technologies utilisées pour réaliser les circuits intégrés. Donc, un circuit intégré peut être constitué de transistors MOS à canal N ou de MOS à canal P. Il peut être constitué des deux. Et dans certains cas, même en plus du transistor MOSFET à canal N et à canal P, il peut avoir aussi recours à des transistors bipolaires. Donc, dans chaque cas, si le circuit intégré est constitué uniquement des transistors à canal 1, on dit qu'il s'agit d'une technologie NMOS. Dans le cas contraire, c'est la technologie PMOS. Par contre, si les deux transistors sont présents lors de la fabrication du circuit intégré en question, donc on dit qu'il s'agit d'une technologie CMOS, c'est-à-dire complémentaire MOS. Et dans le cas où, en plus des deux types de MOSFET, on a aussi des transistors bipolaires, donc on dit qu'il s'agit d'une technologie BCMOS. On passe maintenant au montage possible et les schémas équivalents. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette référence. Pour les montages, on a principalement deux montages. Le montage source commune et le montage grille commune. Drain commun, c'est puisque le transistor MOSFET est symétrique, donc source commune ou drain commun, c'est la même chose. Lorsqu'on travaille dans le régime continu à des seigneurs relativement réduits, donc les électroniciens utilisent ce schéma équivalent pour effectuer des calculs sur leur circuit. Par contre, dans le régime saturé, on utilise ce schéma équivalent, mais toujours pour le régime continu. Par contre, si on est en régime dynamique, c'est-à-dire on superpose la tension de polarisation, un petit signal, un signal de faible amplitude qui varie avec le temps, c'est-à-dire avec une certaine fréquence. Là, le schéma équivalent devient plus compliqué, donc il y a plusieurs résistances qui apparaissent, différentes capacités à cause des différentes jonctions, des diodes, à cause aussi des jonctions entre la source et le substrat, le drain et le substrat. Il y a aussi cette source de courant. Voilà donc c'est le schéma équivalent utilisé en dynamique. Là, ici, un résumé un peu de l'essentiel des expressions qu'on utilise pour le grand signe, c'est-à-dire en continu, et en dynamique, donc les différents paramètres ici. Et maintenant, on dresse une comparaison entre les transistors bipolaires et MOSFET. Donc, pour le transistor bipolaire, vous avez une accumulation de charge dans la base et le collecteur, alors que pour le MOSFET, il n'y a pas cet effet. Pour la vitesse de commutation est moyenne, par contre, elle est élevée pour le MOSFET. Le coefficient de température du courant du collecteur ici est positif. Par contre, pour le MOSFET,
coefficient de température est négative. L'impédance d'entrée est faible pour le bipolaire, elle est forte pour le MOSFET. Le temps de stockage, il est entre 1 et 2 microsecondes pour le bipolaire. Il est pratiquement nul pour le MOSFET. Il y a difficulté de mettre en parallèle les transistors bipolaires, alors que c'est facile de les monter en parallèle dans le cas des MOSFET. Les pertes en commutation sont élevées pour les bipolaires, alors qu'elles sont faibles pour le MOSFET. En effet, du point de vue économique, donc le coût de composants est réduit pour le bipolaire, il est élevé pour le MOSFET. Le courant est commandé par une source de courant dans le cas du bipolaire et par une tension dans le cas du MOSFET. Voici un peu le résumé des différents schémas pour les différents FET. Et je vous souhaite bonne lecture.